Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre quelles sont les perspectives pour l'écosystème crypto français en 2023. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nicolas Louvet. Bonjour Nicolas Louvet. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le CEO de CoinHouse. On va essayer de comprendre un petit peu quelles sont les perspectives pour cette nouvelle année qui s'ouvre pour le secteur crypto français. Une nouvelle année qui a commencé avec de la réglementation, un peu plus de réglementation, notamment avec des discussions en cours, puisqu'il y a eu un texte qui a été adopté le 25 janvier dernier à l'Assemblée nationale qui renforçait les obligations qui concernent les PSAN, donc les prestataires de services en actifs numériques. Il y a encore des discussions à ce jour. Alors c'est plutôt porté par un sénateur, Hervé Moret, pour peut-être revenir sur la possibilité d'un agrément PSAN obligatoire. On rappelle qu'il y a au niveau de l'AMF un enregistrement PSAN dont CoinHouse fait partie, détenu par CoinHouse, c'est ensuite un agrément PSAN. Il n'y a aucun agrémenté PSAN aujourd'hui en France. Cette évolution, ce renforcement de la réglementation intervient après l'affaire FTX fin 2022. Est-ce que cette nouvelle réglementation est une bonne nouvelle pour le secteur, Nicolas Louvet ? Pas forcément, elle n'a pas énormément à voir avec l'affaire FTX qui est vraiment décorrélée. Je pense que c'est une volonté aussi de la part de certains acteurs, notamment des députés, de réagir et de trouver une façon en fait de pouvoir montrer qu'il y a une prise de conscience avec cette demande qui n'a finalement à nouveau pas vraiment à voir avec un acteur américain ou international non enregistré en France qui de toute façon exerçait en France en passant par le principe de la reverse solicitation, c'est-à-dire le principe que n'importe qui peut finalement le découvrir sur Internet, en entendre parler et devenir client. Et donc finalement cet acteur qui en plus fait visiblement l'objet de tout un mécanisme frauduleux dans son organisation, son fonctionnement, sa gestion en fait des cryptos, de ses services, n'aurait même en étant français n'avait pas de toute façon les moyens nécessairement d'être agréé, ni même peut-être d'être enregistré puisqu'il ne l'était pas. Je vois pas vraiment le lien en fait entre l'un et l'autre. Il y a vraiment d'un côté une fraude et un acteur étranger qui sortait de toute façon du périmètre européen, et de l'autre côté la volonté de renforcer un texte, alors même qu'il y a un cadre qui arrive, qui est le cadre européen de MiCA, et donc c'est pas vraiment la bonne réponse. Donc, si je vous suis, c'est qu'il y a peut-être un peu de communication politique là-dedans, plus que de réelle action sur le secteur crypto ? En tout cas, de la part de certains acteurs publics et notamment de certains députés, pas seulement d'ailleurs des députés français, mais des députés aussi, ça s'est retrouvé en fait dans des discussions au niveau européen, au Parlement européen, on a vu qu'il y avait la volonté de réagir. Et donc le sujet de la régulation, certains ont dit il faut maintenant, MiCA est déjà trop vieux, il faudrait faire un MiCA 2, donc faire encore évoluer le texte par rapport à MiCA. Alors que MiCA n'est pas encore en exercice pour le coup. Oui. Je pense que dans tous les cas, il y a une réaction qui n'est pas proportionnée et qui n'est pas adaptée non plus, parce qu'on parle de toute façon d'un acteur qui n'était même pas enregistré, aurait été encore moins agréé, et à nouveau qui en plus est l'objet d'une fraude, et le texte, même l'agrément, il va. Enfin, de toute façon, si vous avez constitué votre société autour d'une fraude, on l'a vu dans le secteur bancaire, vous avez beau être agréé, ça ne changera rien. Si vous avez délibérément décidé de frauder, vous pouvez frauder, et après il vous en coûtera ce qui vous en coûtera, mais c'est pas parce qu'on a écrit un texte qu'on arrêtera nécessairement la fraude. Donc le jugement là était pas forcément le bon. Néanmoins, je vais quand même apporter une précision. Je pense que dans la logique de l'évolution en fait de nos métiers, on va vers quelque chose qui est proche de l'agrément, qu'il soit MiCA ou PSAN qui est très proche de MiCA, pour tous les acteurs à un certain moment dans le temps. Mais alors pourquoi aujourd'hui on n'a aucun agrément PSAN en France ? C'est parce qu'on attend MiCA ou parce qu'il est trop difficile à obtenir pour... Alors, il a certaines complexités, mais surtout jusqu'à présent, en tout cas de mon point de vue, du point de vue de CoinHouse, jusqu'en mi-2022, il y avait, et je dis bien mi-2022, donc c'est avant l'affaire FTX, etc., il n'y avait aucun intérêt, aucun avantage particulier à être agréé.
D'accord. Vous ne gagnez rien de supplémentaire, vous gagnez surtout des coûts, donc en fait c'est des dépenses supplémentaires pour aucun avantage particulier. Néanmoins, je le redis, dans le futur, on devra tous tendre vers quelque chose qui ressemblera à un agrément français, PSAN, ou un agrément MiCA qui sera obligatoire. Donc l'idée quand même de préparer les acteurs en leur disant, bah écoutez, de toute façon, la marche que vous allez passer, c'est pas une marche, c'est un escalier. Essayez déjà de commencer à la préparer en rajoutant des éléments supplémentaires à l'enregistrement et pas nécessairement une mauvaise chose. Et d'ailleurs, les acteurs enregistrés ne doivent pas pour autant quelque part se reposer en se disant on attendra dans 18 mois. D'accord. Autant préparer quand même assez vite cette échéance parce que à un moment ça deviendra quand même assez difficile. Il y aura un goulot d'étranglement dans les procédures et auprès des régulateurs. Donc moi j'invite quand même tout le monde à considérer que c'est le sens même de l'histoire et qu'il faut aller dans ce sens. Donc ce qu'a proposé le sénateur en soi est pas complètement inentendable. D'accord. Mais le caler dans le temps, de toute façon, ce qu'il proposait, c'était pas de le faire du jour au lendemain, c'était de le caler sur, je crois, c'était fin 2023, sa première proposition, ce qui me semble assez tôt, mais de dire que de toute façon, il faut que tous les acteurs se préparent à cette étape, et qu'elle doit être phasée, me semble pas complètement une mauvaise chose. On va tous devoir y passer de toute façon, et on ne pourra pas attendre 18 mois pour dire, bah tiens, maintenant, il faut que je m'y mette. Ça demande du temps, c'est assez compliqué, et il faut le préparer. On va évoquer la perspective Web3 prise par CoinHouse dans un instant. Juste avant, si je reste alors sur cette entreprise ou sur ces entreprises qui ont fait faillite, puisque dans le sillage de FTX, il y en a eu d'autres, ça vous a atteint finalement chez CoinHouse, puisqu'il y avait des livrets qui avaient en contrepartie finalement des entreprises qui ont fait faillite. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Nicolas Louvet ? Alors on a proposé en fait à nos clients, quelques semaines après avoir dû constater le blocage en fait de leurs fonds bloqués dans les livrets, parce que leur contrepartie n'était plus en mesure en fait d'assurer la liquidité, donc on était obligé de répercuter cette situation auprès des clients. On a proposé en fait une solution de sortie qui a été validée à plus de 98% par les clients. Donc il y a 98% de nos clients qui ont accepté notre protocole et accepté notre solution. 92% d'entre eux ont eu le droit à un remboursement à 100% intérêt inclus. D'accord. Qui a été effectué le 4 janvier. Donc par CoinHouse, alors que les fonds sont toujours bloqués. Voilà, on a procédé par anticipation. D'accord. Quelque part, on s'est mis, pour le coup, entre nos clients et les contreparties, en disant, bah, pour certains de nos clients, on va complètement tout anticiper, on va tout prendre à notre charge, on va donner aux clients, et ensuite ce qu'on va récupérer dans le temps auprès des différentes contreparties, bah, ce sera pour nous, puisque nous on a fait cette avance. Donc ça c'est pour 92% des clients. Il y a un peu plus de 6% des clients qui eux ont eu un remboursement partiel parce que les montants étaient plus supérieurs, et donc bah, eux ils ont déjà été remboursés partiellement. D'accord. Et le reste viendra avec les remboursements qui seront effectués au fur et à mesure que les contreparties retrouveront de la liquidité, soit à l'issue de des procédures collectives, le Chapter 11 américain de Genesis, ou d'autres acteurs qui pourront assurer à nouveau de la liquidité. Donc il y aura des fonds qui donc de toute façon être versés, je pense, en 2023 aux clients, et on a plutôt bon espoir que tous les clients puissent récupérer un maximum de leurs fonds. On a déjà versé 100% à 92% des gens. J'espère qu'un maximum de personnes pourront toucher jusqu'à, j'espère, 100%. Voilà. Avec des procédures judiciaires qui peuvent quand même être parfois un petit peu longues. Ça risque d'être assez long, c'est pour ça qu'on a voulu aussi faire ce geste commercial qui est assez unique, de dire nous on a le temps, parce que CoinHouse est là pour durer très longtemps, donc même si ça dure 5-10 ans, ce qui je pense ne sera pas le cas, mais peut-être dans le cas d'FTX, peut-être un petit peu moins dans le cas de Genesis ou d'autres acteurs.
nous, on est en mesure d'attendre et donc de jouer avec justement cette capacité d'avancer les fonds et de pouvoir nous faire payer plus tard. On pouvait se le permettre. Alors ça, c'est volet épargnant particulier, encore que peut-être pas seulement, mais en tout cas en bonne partie. Il y a aussi un volet que CoinHouse veut développer et que je trouve intéressant de mentionner dans cette émission, c'est l'accompagnement des entreprises, cette fois-ci pour aller vers le Web3. Avant de vous demander comment, pour quelles raisons, Nicolas Louvet ? En fait, c'est des demandes qui sont venues par les clients entreprises. Ça a démarré un peu avant qu'on aide Carrefour à rentrer dans Sandbox. D'accord. En l'aidant à acheter un land qu'on a trouvé pour eux et qu'on a conservé d'ailleurs pendant un petit moment. On a accompagné comme ça plus de 18 grands groupes du CAC 40 ou des sociétés équivalentes à acheter un land dans un métaverse, à le conserver, à avoir une approche pour bien le sélectionner, trouver tout le bon modus operandi avec, y compris en impliquant The Sandbox ou Decentraland, dont on connaît bien les équipes. Et en fait, ça a un peu initié les discussions, ça a accéléré les discussions parce qu'on avait quelques discussions avec des grands groupes pour dire, une fois que j'ai commencé à rentrer dans le Web3, j'ai besoin de services. Si je fais un drop de NFT, je risque de recevoir des paiements en crypto. Or, moi, en tant que société du CAC 40 ou même une PME, est-ce que j'ai envie d'avoir de la crypto dans ma comptabilité? Est-ce que je sais la conserver? Est-ce que j'ai pas finalement envie de plutôt avoir que des euros et d'avoir quelqu'un qui est capable de facilement convertir cette crypto en euros et de le faire de façon complètement régulière, c'est-à-dire en étant PSAN, en sachant regarder si les transactions sont bien légitimes, si les gens qui ont payé ont utilisé un wallet qui n'est pas teinté, qui n'a pas fait l'objet au préalable Mais il y a vraiment beaucoup de transactions aujourd'hui sur The Sandbox, sur d'autres métaverses dans lesquels sont présentes les entreprises. Il n'y a pas que dans le métaverse, parce qu'il y a également d'autres plateformes qui se sont mis en place. Le Web3 ne se résume pas juste à quelques environnements. Non, mais c'était l'exemple donné, mais bien sûr, oui. Mais en fait, c'est parti de là, mais depuis, il y a plein de plateformes avec lesquelles on travaille qui permettent, même OpenSea, vous pouvez, bien sûr, en tant qu'entreprise, développer une plateforme, plutôt minter des NFT et puis et les mettre à disposition. Donc il y a tout un business qui s'est créé autour d'agences, de plateformes. Citer quelques exemples, mais vous avez Aura Blockchain Consortium, vous avez des gens comme Ariani et tout un tas d'autres acteurs qui se positionnent vis-à-vis des grands groupes, qui sont capables de leur mettre à disposition des plateformes pour distribuer des NFT, pour développer des nouveaux services autour de la crypto. Et ils ont besoin de partenaires qui sont capables de gérer ces wallets, de gérer la conversion crypto-euro très facilement, de le faire en appliquant tout un tas de procédures pour comprendre l'origine des fonds et s'assurer qu'à nouveau les fonds soient complètement légitimes. Et c'est tout le savoir-faire de CoinHouse. Merci beaucoup Nicolas Louvet d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le CEO de CoinHouse. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.